La vapeur est aux champignons ce que le pasteurisateur est aux myciculteurs. Salut les cultivateurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un élément clé de la myciculture professionnelle, donc le pasteurisateur, ou encore appelé super pasteurisateur vapeur. Alors c'est un élément qui est relativement onéreux à l'achat, mais je vais vous montrer que vous pouvez en concevoir un vous-même assez facilement. Donc au sommaire de cette vidéo, on va voir d'abord le principe de fonctionnement, comment est-ce qu'un pasteurisateur vapeur ça fonctionne. Ensuite, on va voir que vous pouvez avoir deux types de pasteurisateurs, donc avec deux fonctionnements un petit peu différents. Après, on va voir donc le dimensionnement de la cuve, on va voir le contrôle de la température, on va voir la puissance de la résistance, la gestion de l'arrivée d'eau donc pour notre production de vapeur, et enfin on va voir l'isolant donc pour économiser de l'énergie pour le pasteurisateur. C'est parti. On commence par le principe de fonctionnement. Donc en fait, nous avons une résistance ici qui est plongée donc dans de l'eau et qui chauffe. Cette eau qui chauffe est transformée en vapeur et part ici dans la cuve de pasteurisation en fait, où on va charger nos substrats de fructification. Donc ici il n'y en a pas, et ces substrats donc ils vont être en contact avec la vapeur chaude. Le temps passant, les substrats ils vont monter en température et en fait ça va éliminer donc la contamination potentielle, donc ça va réduire l'inoculum de base, la quantité de bactéries initialement présentes, et ça va nettoyer nos substrats pour par la suite pouvoir les ensemencer. Donc le contrôle de la température il est effectué par une sonde et le contrôle du niveau d'eau il est effectué, donc on le verra, par une vanne de flottaison. Donc vous avez deux types de conception pour votre pasteurisateur. Vous avez une version simple et une version comme moi j'ai avec générateur de vapeur. Pour le pasteurisateur simple, alors dans la conception en fait, ce qu'on va faire, on va pas faire comme moi, où je vais avoir une résistance ici et une cuve ici. Dans la conception simple, on va avoir entièrement donc la résistance au fond de la cuve qui va être protégée donc par une grille surélevée, donc qui va protéger les substrats du niveau d'eau et de la résistance elle-même. Donc c'est moins cher à l'achat de faire ce type de pasteurisateur parce que vous n'avez pas tout le matériel, tout l'inox à acheter pour le générateur de vapeur. Mais le problème c'est que si vous voulez ajouter par la suite donc une cuve à votre production de champignons, il faudra racheter une résistance ou bien en tout cas démonter le pasteurisateur pour créer un générateur à ce moment-là. Donc ce type de conception, je le conseille, on va dire, pour ceux qui font du hobby un peu élevé en champignons et également pour les petites fermes à champignons qui font autre chose que de la culture de champignons, par exemple du maraîchage. Le deuxième type de conception, donc avec un générateur de vapeur, eh bien, donc on a deux parties, le générateur de vapeur, et on va avoir la cuve donc dans laquelle on va charger les substrats comme la première fois. Et le premier avantage déjà, c'est qu'au niveau de la cuve, en fait, on va avoir davantage d'espace parce qu'il n'y aura pas l'espace de surélévation ici de la grille qui va être occupé dans la version simple par une résistance, une grille surélevée et une partie où l'eau va bouillir. Pour relier donc notre générateur et notre cuve, on va utiliser un tuyau d'un diamètre assez large, je vous conseille supérieur à 2 cm du coup, et résistant à la chaleur. Et on va utiliser donc un système de clamp comme ceci. Donc le système de clamp, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez deux parties comme ça, donc une partie tuyau et une partie cuve ou générateur, qui sont reliés donc par un clamp qui se ferme donc comme ça. Et là, on serre cette petite molette. Et au niveau du clamp, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'un côté la cuve, d'un côté le tuyau, et c'est relié donc par une jointure pour pas qu'il y ait de fuite. Voilà comment ça fonctionne.
Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que plus votre tuyau donc il va être long, plus il devrait être large pour compenser un petit peu la déperdition de chaleur du générateur jusqu'à la cuve. Donc en fait, à l'achat, ce type de construction, elle coûte plus cher parce qu'il faut acheter la cuve pour le générateur de vapeur, il y a le tuyau à faire, il y a plus d'isolation, il y a plus de raccords à acheter. Mais en fait, si on souhaite construire une seconde cuve après, ça coûte relativement peu cher. Alors pour vous donner un ordre d'idée, moi l'ensemble, je l'ai payé autour de 1500 €. Et donc si je veux refaire une cuve, ça me coûtera 600 € de plus. Alors comparé à ce qu'on peut trouver dans le commerce, là je pense par exemple à Aura Industrie, donc vous pouvez aller voir leur site. Le même type de matériel, donc une cuve de 400 litres et le générateur, ça va coûter autour de 6000 € sans compter les frais d'envoi. Donc en soi, ce type de conception, je le conseille à ceux qui sont plusieurs donc dans leur ferme ou dans leur projet de champignonnière, ou bien les personnes qui sont seules mais qui savent qu'ils vont avoir de gros volumes de substrat à produire. Alors pour les dimensions de la cuve, moi ce que je vous conseille, c'est des unités de minimum 200 litres jusqu'à 600 litres. Alors je vous conseille pas forcément plus, ou alors faut regarder en fait tout ce qui est la hauteur. Parce que si vous avez une cuve qui est trop profonde, vous allez galérer à aller chercher le substrat jusqu'au fond. Alors par exemple, mon ami Titouan, lui, il a choisi une cuve qui est comme une baignoire, donc en inox mais en forme de baignoire. Donc comme ça lui permet de récupérer plus facilement ses substrats au fond. Bon alors généralement pour ce type de cuve, on va utiliser de l'inox parce que c'est ce qui résiste le mieux à l'humidité et à la température à long terme. Vous avez des alternatives. Vous pouvez utiliser donc des cuves type GRV ou bien Palox. Donc ce sont des cuves qui sont en plastique. Et en type de plastique, le problème c'est qu'on est sur du PEHD, donc du polyéthylène haute densité. Mais avec le temps, en fait, avec la chaleur notamment, c'est des matières qui vont devenir friables et cassantes au bout de quelques mois, allez, à peut-être quelques années si vous l'utilisez pas de manière intense. Donc c'est pas quelque chose que je conseille, à part si vous trouvez donc des cuves en PP, donc polypropylène. Si vous êtes sûr que c'est du polypropylène, ça résiste bien mieux à la chaleur, mais honnêtement, j'en ai vu assez peu, voire pas du tout sur internet, mais peut-être en cherchant bien. Voilà. Autre possibilité, c'est d'utiliser donc des bidons toujours en métal étamé. Donc le métal étamé, ça va être une cuve qui est en acier et qu'on va recouvrir à l'intérieur d'étain. Donc certains bidons alimentaires sont constitués de cette manière. Sauf que en fait avec le temps, la couche d'étain, notamment avec la chaleur, en fait elle va s'enlever petit à petit. Peut-être au bout de quelques mois, quelques années, j'ai pas trop de recul par rapport à ça. Et donc, une fois que vous avez le métal qui est directement touchable par l'eau, vous allez vite avoir de la corrosion et le bidon il va se dégrader. Après, si vous n'avez pas trop d'argent et que vous avez que ça sur la main, ça peut fonctionner, mais pendant un certain temps. Parlons à présent donc de notre résistance. Donc, alors pour la résistance, si vous voulez, la puissance, elle va être indirectement reliée aux dimensions de votre cuve. Parce que quand vous avez une cuve qui est davantage grosse, vous avez davantage d'eau à chauffer. Donc si vous voulez qu'elle chauffe relativement rapidement, il faudra bien dimensionner votre résistance. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est pour 200 litres, ayez une résistance entre 3000 et 5000 watts. Pour 400 litres, donc entre 5000 et 7000 watts. Et pour 600 litres, il vous faudrait quelque chose entre 7000 et 10 000 watts pour chauffer rapidement. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé donc de suivre ces prérogatives, mais si vous voulez, plus le volume d'eau à chauffer il va être important, et plus vous allez donc, comme je vous le disais, avoir besoin de puissance pour passer l'eau à l'état de vapeur. Donc dans tous les cas, si vous sous-dimensionnez donc votre résistance, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir besoin de plus de temps donc pour passer de l'état d'eau
à vapeur. Et si vous la surdimensionnez, ben c'est tant mieux, vous allez mettre moins de temps pour passer de l'état d'eau à vapeur. Donc voilà, vous savez les conséquences de votre choix sur la puissance de votre résistance. Donc pour le contrôle de la température, comment ça fonctionne? La température, tout d'abord, elle est prise à l'aide d'une sonde donc que vous mettez dans vos sacs. Hop. Cette sonde prend la température, envoie l'information à donc mon PID qui est mon contrôleur. Ce contrôleur à l'intérieur du boîtier, il est relié à ce qu'on appelle un relais statique. Donc ici il y a une grosse boîte qui est un relais statique. Ce relais statique, en fait, il fait le lien donc avec l'arrivée de mon électricité et ici la prise, donc moi je suis en triphasé où je branche ma résistance. Et le PID permet au relais de fonctionner seulement si la température est inférieure à la température de consigne, par exemple à 95 degrés. Donc si j'ai 90 degrés, mon PID, hop, il ouvre le relais et l'électricité passe donc jusqu'à ma résistance. Mais une fois que la sonde voit que la température est de 95 degrés ou supérieure, le PID, hop, il envoie un signal à mon relais qui coupe et donc plus d'électricité à la résistance et ainsi de suite. Donc ce que je peux vous dire moi sur mon système en plus, c'est que du coup c'est du triphasé. Ça fait que mon PID, j'alimente ici en monophasé et que ma sonde, du coup, ma résistance, du coup, elle est alimentée ici en triphasé. Pour ce qui est de l'arrivée d'eau, du coup, elle est modulée par le niveau d'eau initial, donc grâce à cette vanne de flottaison. Donc comment ça marche? En fait là, mon niveau, c'est le bon niveau d'eau. Et si le niveau descend, donc ce flotteur va s'enfoncer, et ce qui va se passer, c'est que la cuve va se remplir d'eau automatiquement. Pour ceux qui ont un petit peu trop de pression comme moi, je vous conseille d'utiliser donc ce qu'on appelle un réducteur de pression. Alors pour le couvercle, normalement, il n'y a pas besoin de tout cet attirail, vous pouvez mettre simplement un couvercle. Sauf que sur mon pasteurisateur, en fait, j'ai fait en sorte qu'il soit vraiment hermétique. Donc vous voyez, j'ai mis un caoutchouc ici sur la bordure. Et donc j'ai créé des petites fermetures en inox en fait qui permettent de maintenir donc le couvercle bien contre la jointure. Donc il y a un petit peu de pression. Alors faut faire attention quand on fait ça. Du coup moi j'ai mis un manomètre pour vérifier qu'il n'y ait pas de pression, parce que le but c'est de ne pas avoir de pression, c'est de ne pas avoir de déperdition de vapeur. Et donc l'excédent de vapeur évidemment ressort par ce tuyau. Donc j'ai pris un dimension 3/4, je pense que c'est le minimum. Voilà. Donc faire très attention avec ce type de système parce que vous mettez l'air de rien le pasteurisateur sous pression. Et ce que je vous conseille donc si vous décidez de faire comme moi, c'est de rajouter donc au niveau de la sortie de vapeur et du niveau de pression une grille supplémentaire en fait, un peu comme la grille de fond mais sur le dessus du capot pour éviter en fait que le plastique des sacs vienne boucher donc notamment la sortie. Et éventuellement ce que vous pouvez faire c'est de charger le pasteurisateur pour que les substrats n'arrivent pas jusqu'au haut. Et enfin donc j'aimerais vous parler de l'isolation de mon pasteurisateur. Alors je vous conseille d'en mettre une sur le vôtre parce que en fait ça va faire en sorte que vous allez économiser donc de l'énergie, vous aurez une meilleure inertie thermique de votre matériel. Donc en termes de matière, vous pouvez utiliser donc du caoutchouc expansé synthétique. Après vous avez la laine de roche, vous avez cette laine de roche qui est dans une couche d'aluminium. Donc ça marche aussi pour les pasteurisateurs. Et enfin vous avez donc la mousse de polyuréthane qui est flexible. Donc pour moi j'ai choisi donc caoutchouc expansé. Du coup il a une épaisseur de 3 cm environ. Et vous trouvez ça sur les sites pour faire l'isolation des camions. Voilà, ça fonctionne très bien.
Et plus vous pouvez mettre donc une couche épaisse d'isolant, plus vous allez sauvegarder de l'énergie lors du processus de pasteurisation. Si vous aussi vous souhaitez monter une ferme à champignons, j'organise en novembre une première session de formation sur la myciculture professionnelle. Donc vous pouvez rester informé via le lien en description. Il vous permettra aussi de télécharger votre e-book pour débuter votre ferme à champignons. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine les myciculteurs.